Depuis toujours, l'idée du voyage a fasciné l'humanité et continue à nous fasciner. Car nous aimons tous les voyages. Et la question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est pour quelles raisons aimons-nous les voyages ? Une réponse facile, ça serait de dire que grâce au voyage, évidemment, en tout cas au voyage dans l'espace, nous rencontrons d'autres personnes, nous rencontrons d'autres cultures, d'autres civilisations. En bref, nous rencontrons des personnes différentes de nous-mêmes. Mais il y a une forme de voyage que nous n'expérimentons pas encore, c'est le voyage dans le temps. Or, si vous voyagez dans le temps, ou si vous voulez avoir ce projet, ce n'est pas nécessairement pour rencontrer d'autres personnes. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un voyage dans l'espace. Pourquoi ? Parce que pour rencontrer d'autres personnes, il vous suffit tout simplement d'ouvrir votre porte pour les voir, pour regarder, comme dit Descartes, à travers les carreaux de votre fenêtre. Si nous voyageons dans le temps, c'est peut-être pour une autre raison, c'est peut-être en fait pour nous rencontrer nous-mêmes. C'est-à-dire nous découvrir, soit à l'âge de 1 ou 2 ans, parce que à l'âge de 1 ou 2 ans, vous avez sans doute des souvenirs, mais ces souvenirs que vous avez sont tellement anciens que même si vous les avez, ils ont été généralement donnés par vos parents ou par des proches. Ou alors, vous pouvez aussi croiser un vieillard ou une vieille dame qui sort du supermarché du coin et qui n'est peut-être qu'une version de vous-même 50 ans plus tard. Alors c'est ce défi d'une rencontre avec vous-même dans le futur qu'une entreprise américaine essaie de relever actuellement, je dirais avec une certaine naïveté, enfin diront certains, dont moi-même sans doute, ou avec une idée innovante, diront d'autres, c'est selon, et c'est justement ce que nous allons examiner aujourd'hui dans JM Analysis. JM Analysis, un autre regard. Imaginez-vous face à vous-même, mais non pas dans un miroir, c'est-à-dire face à un vous-même qui est plus vieux de plusieurs décennies. Imaginez la possibilité de rencontrer votre propre moi, mais dans le futur cette fois-ci. Quels conseils vous donneriez-vous à vous-même ? Que diriez-vous ? Et c'est justement cette question qui est une vieille question, qui a été explorée à travers la littérature, en quelque sorte, le cinéma et même les fantasmes des hommes. Mais voilà, le temps a toujours été pour nous une barrière, et même une barrière totalement indépassable jusqu'à aujourd'hui. Alors même dans l'Antiquité, les mythes racontaient déjà des histoires d'êtres qui étaient capables en quelque sorte de contrôler le temps. Pour les Grecs, par exemple, nous pouvions deviner en quelque sorte notre avenir grâce à la présence de certaines personnes qui avaient une vision de l'avenir, qu'on appelait des oracles. Par exemple, la plus connue chez les Grecs, c'était bien sûr la Pythie delphique, qui nous délivrait des messages embrouillés, mais qui contenaient en même temps, dans ces messages embrouillés, la vérité de notre futur. C'est ainsi que Laos, le roi de Thèbes, apprend le futur de son fils Oedipe et, pour cette raison-là, va abandonner son propre fils au flanc d'une montagne, car le futur qui était prédit était catastrophique. Les écrivains également ont pensé à cela grâce au pouvoir de la fiction. Bien sûr, la fiction peut imaginer le futur, bien sûr, et ces écrivains ont imaginé ce voyage vers le futur. Peut-être l'un des récits les plus célèbres, c'est celui de Charles Dickens, qui s'appelle « Un chant de Noël ». Et vous avez un personnage qui est vraiment peu sympathique, qui s'appelle Ebenezer Scrooge, et qui est un monsieur qui est égoïste, qui est
qui ne partage pas, qui n'a aucune générosité, etc., et qui va voyager dans le temps et qui va rencontrer une version de lui-même dans un avenir qui est totalement sombre, totalement terrifiant. Et justement, cette vision, cette rencontre, peut-on dire, va le modifier et va modifier profondément ses choix de vie et va lui faire abandonner son égoïsme, qui est un égoïsme présent, au profit d'une générosité de Noël, puisqu'il s'agit d'un conte de Noël, bien sûr, de Dickens. En fait, l'idée de Dickens, c'est qu'on ne revient jamais indemne du futur. Psychologiquement, ce désir de vouloir connaître l'avenir, de vouloir connaître notre avenir, est évidemment lié à l'incertitude dans laquelle nous sommes, l'incertitude que nous ressentons justement face à l'avenir. On se demande toujours si les décisions que l'on va prendre aujourd'hui, garder son emploi, quitter son emploi, voyager, reporter ce voyage, etc., si toutes ces décisions auront le poids que nous espérons. Ce qui fait que se projeter dans le futur lointain, vers l'avenir de notre vie, de la vie que nous rêvons en quelque sorte, nous permet de répondre à ces questions, ou du moins de calmer un petit peu cette angoisse de l'inconnu. Or, aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent de faire quelque chose de ressemblant, c'est-à-dire de faire quelque chose qui semblait auparavant impossible, à savoir rencontrer votre futur moi. Et c'est justement le projet américain qui est en train d'être développé, qui s'appelle Future You, votre moi futur, qui est développé par le MIT Media Lab et qui est dirigé par des chercheurs en intelligence artificielle qui vont essayer de rendre cette rencontre possible alors qu'elle était hier impossible, c'est-à-dire la rencontre de vous au présent avec vous dans l'avenir. Mais comment fonctionne exactement cette expérience du MIT ? N'oubliez pas, chers auditeurs, de liker et de vous abonner. JM Analysis est une chaîne de culture générale et a besoin de vous pour progresser et exister. L'idée qui se trouve derrière Future You est assez simple. On a une intelligence artificielle qui simule en quelque sorte une version de vous-même à 60 ans. Alors cela ne se limite pas, c'est ça qui est intéressant, en fait à une simple conversation. Le système va prendre en compte vos objectifs actuels. Il va prendre en compte vos ambitions, notamment par l'intermédiaire d'un questionnaire que vous allez remplir, et même on va jusqu'à s'occuper de votre apparence physique grâce à justement des techniques qui vont altérer l'image, votre image, en fonction d'un calcul de l'âge qui est projeté. Et ce que vous allez faire, c'est vous allez par exemple soumettre une photographie de vous-même, vous allez répondre à un questionnaire sur ce que sont vos espoirs, vos craintes, etc. Et l'intelligence artificielle va générer ce que les ingénieurs appellent une mémoire future, qui a pour ambition en fait d'être crédible, bien sûr. C'est une sorte de narration, si vous voulez, de ce que sera votre vie, mais de votre vie à venir. Alors, vous pouvez d'ailleurs, entre parenthèses, vous-même, expérimenter sur leur site. Et ils prennent, alors ce qui était intéressant, c'est qu'ils prennent un cas de figure qui est celui-ci. Il s'agissait d'une jeune fille qui s'appelle Jenny. Bon, on a bien sûr caché le nom de famille. Jenny qui a 25 ans, qui est une étudiante en fait, mais cette étudiante, elle rêve de devenir enseignante en biologie. Elle va utiliser ce logiciel, Future You, et elle va avoir une conversation avec, j'avoue que je ne sais pas comment dire, une version d'elle-même à 60 ans. C'est-à-dire qu'elle va se parler à elle-même, si vous voulez. Elle va parler à son moi qui a vieilli, qui est âgé et qui est maintenant le moi d'une enseignante retraitée dans la ville de Boston. Et en fait, cette conversation
dans cette conversation, Jenny de 60 ans, c'est-à-dire son clone, si vous voulez, qui est plus âgé, va lui raconter ce qu'elle pense de sa vie, de la vie qu'elle a pu mener, et va lui dire si elle a fait le bon choix en devenant professeur de biologie. Donc écoutons, si vous voulez, ce que nous dit Jenny lorsqu'on lui rajoute 35 ans de manière artificielle. Salut Jenny, je suis ton futur moi. J'ai 60 ans et je suis ici pour te parler de mes expériences. N'oublie jamais de ne pas abandonner. Tu es capable de réaliser tout ce que tu souhaites. L'un des moments les plus gratifiants de ma carrière a été lorsqu'une de mes anciennes élèves est revenue me voir après avoir obtenu son diplôme universitaire. Elle m'a dit qu'elle avait décidé de devenir enseignante en biologie grâce à moi et qu'elle était vraiment heureuse de sa décision. Ce moment m'a fait sentir que j'avais eu un impact sur la vie de quelqu'un et c'était très mémorable. Je suis une enseignante de biologie à la retraite à Boston. Alors bien sûr, ce qui compte, c'est la réaction de la jeune Jenny, de celle qui existe en 2024. Si l'on en croit les chercheurs, cette expérience d'une rencontre avec votre double âgé se passe généralement très bien. Et dans le cas de Jenny, Jenny leur a dit, je cite, que cette interaction l'a aidé à renforcer ses choix de carrière. Et elle nous dit, c'est comme si mon futur moi me donnait la validation que j'avais besoin d'entendre, dit-elle. Cela m'a rassuré sur le fait que mes efforts d'aujourd'hui en valent vraiment la peine. Les chercheurs du MIT sont en train actuellement d'agrandir et cette expérience, de multiplier évidemment les cas statistiques et de multiplier les entrées. Actuellement, on a une étude qui est menée sur 344 participants et cette étude montre que ce genre de conversation avec votre moi plus âgé a des effets déjà qui sont mesurables. D'après ce que disent les initiateurs de cette expérience, après un bref dialogue avec leur futur moi, les participants ont vu leur anxiété baisser et ont ressenti une plus grande connexion avec leur futur. Les inventeurs de cette technologie, bien sûr, s'enthousiasment, ce qui est souvent le cas chez nos cousins d'Amérique. Et ils nous disent que c'est fascinant de voir à quel point l'interaction avec une version future de soi-même peut non seulement influencer nos émotions, mais aussi nos choix actuels. C'est comme si l'on pouvait, disent-ils, connecter les points avant même de les vivre. Mais maintenant que nous avons, ou que nous pouvons avoir un aperçu de notre futur moi, je dirais que cela soulève quand même des questions. Peut-être pas pour les concepteurs, ni pour les utilisateurs, mais pour nous, en tout cas, JM Analysis. La première de ces questions, c'est celle de la fiabilité de cette invention. Même si l'entreprise, en effet, s'intitule Future You, la première chose à rappeler, c'est bien sûr que cette vision du futur n'est pas le futur. Beaucoup d'entre vous pensaient peut-être devenir ouvriers, techniciens, ingénieurs, vétérinaires, manutentionnaires, et sont devenus totalement autre chose. Donc il faut rappeler que la projection de nos idées présentes n'a aucun rapport avec les surprises que nous réserve l'avenir. Future You, c'est plutôt l'examen de nos peurs et de nos angoisses présentes. Bon, la seconde question concerne en quelque sorte les ressources humaines, c'est-à-dire toutes ces professions qui vont nous envisager, nous, sous l'angle de la soumission et de la productivité. En effet, est-ce que ce genre d'outils prévisionnels, une fois sorti de notre laboratoire du MIT, ne va pas constituer un danger pour nos relations avec les institutions, pour nos relations avec les employeurs et pour nos relations avec les industries? On pourrait, malheureusement, imaginer un monde où on ne se contenterait pas simplement de vous trier en fonction de vos compétences présentes, mais aussi en fonction de vos dispositions futures. Et permettez-moi, chers auditeurs, de me faire peur tout à coup. Et enfin, il y a une dernière question qui est peut-être plus grave.
Est-ce qu'on doit vraiment essayer de prédire ou de contrôler notre avenir ? Je me souviens d'un propos intéressant d'Alain Badiou, qui avait écrit un petit ouvrage qui s'appelait « Éloge de l'amour », où Badiou parlait des technologies des sites de rencontres. Vous savez que ces sites qui sont fondés sur des algorithmes qui créent des rencontres et qui utilisent beaucoup de détails de votre vie pour trouver, entre guillemets, le partenaire idéal. Mais disait très justement Alain Badiou, dans l'amour, il y a en fait quelque chose qui cloche avec ces algorithmes. Et ce qui cloche, c'est qu'on ne rencontre pas l'amour avec les paramètres d'une fonction. C'est-à-dire que l'amour comporte tout simplement des risques, par essence. En essayant de trouver l'amour idéal, nous faisons tout pour éliminer sa qualité la plus essentielle et la plus croustillante, qui est la surprise et l'inattendu. Et pour ce qui concerne cette technologie de vieillissement accéléré du moi, on peut dire que c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que nous essayons de trouver le futur idéal, mais sans assumer véritablement nos choix et notre liberté. Certes, nous essayons de nous rassurer en nous projetant vers le futur, mais la rencontre avec un futur soi peut apporter du réconfort, c'est vrai, mais est-ce que l'incertitude de l'avenir ne constitue pas justement le sel de la vie ? Avez-vous vraiment envie de rencontrer votre futur moi pour répondre à vos interrogations présentes ? C'est la question du jour.